Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la dernière saison de Sky Rojo qui a été diffusée il y a quelques jours sur Netflix. Suite et fin, puisque cette troisième saison est la dernière de ce qui est pour moi la meilleure série Netflix depuis très longtemps en termes d'écriture et d'interprétation et surtout en termes d'utilité. Vous savez, Netflix, je ne suis pas fan de cette plateforme. Il y a autant de bonnes choses qu'il peut y avoir de très mauvaises choses, de séries qui ne servent pas à grand chose si ce n'est voilà, faire du buzz et ensuite être annulé ou bien être des outils de propagande idéologique. Des fois, on tombe sur des pépites et Sky Rojo, c'est la pépite d'entre les pépites. Vous avez mes critiques des 2 premières saisons. Pour moi, c'est une série nécessaire parce que c'est une série qui montre réellement l'enfer de la prostitution, de tout ce que subissent ces femmes, de dégradant, d'humiliant. Et c'est une série qui, certes, à la fois est féministe, mais sans monter les hommes contre les femmes contre les hommes, qui apporte un regard nuancé, qui montre les fêlures chez tous les personnages. Et puis, c'est aussi une bonne inspiration tarantinienne. Voilà, comme je le disais dans les précédentes vidéos, je crois que c'était dans la saison 1 ou 2, c'est vraiment un mix entre l'univers Tarantino et Thelma et Louise. Je dirais, moi, plutôt Kill Bill et Thelma et Louise, pour vous donner une idée. Mais bon, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez vu les 2 premières saisons. Des héroïnes attachantes. Et cette saison, elle va nous attacher encore plus aux héroïnes parce que c'est la fin, donc il va y avoir des rebondissements. C'est une vidéo 100% spoilers. Si vous n'avez pas vu les 2 saisons, les 2 premières saisons, elles font 8 épisodes chacune. Celle-ci, 8 épisodes aussi, mais elle est un petit peu plus courte parce que c'est des épisodes de 1/2 heure, donc ça se regarde en 4 heures. J'ai regardé la série, la saison en 4 heures d'un coup d'affilée, et franchement, c'était excellent. Donc c'est parti pour critique 100% spoilers de cette dernière saison. Je ne vais pas vous représenter tout le casting. Veronica Sanchez qui joue Coral, Lali Esposito, la chanteuse argentine qui joue Wendy, et Yanni Prado qui est cubaine qui fait Gina. Je vous ai présenté tout le casting, l'acteur qui fait Miguel, l'acteur qui fait Romeo. Je vous les ai tous présentés dans les vidéos précédentes, allez les voir. On va directement rentrer dans le vif du sujet. Fin de la saison précédente, Coral perdait un œil à cause de Miguel qui lui arrachait un œil. Et elles sont en fuite. Elles avaient pris 4 millions à Roméo, leur proxénète. Elles se cachent. Elles sont allées se cacher à plusieurs centaines, milliers de kilomètres de leur ancien proxénète et de l'ancienne maison close dans laquelle elles bossaient toutes, de l'ancien club dans laquelle elles bossaient toutes. Elles pensent être à l'abri. En plus, elles sont près d'un poste de la Guardia Civile. Elles ont refait leur vie. Elles ont ouvert une pâtisserie dans un petit village. Tout ça est en Espagne, hein, bien évidemment, c'est une série espagnole. Et elles se sont fait des nouveaux amis. Et Gina commence à refaire sa vie avec un moniteur de plongée qui apparemment est vraiment quelqu'un de bien, qui l'aime de manière désintéressée, même s'il ne connaît pas son passé. Wendy, on le sait, elle était lesbienne. Elle commence à tomber amoureuse de la fille qui travaille à la pompe à essence. Et c'est réciproque. Et finalement, l'histoire entre les deux va être intéressante parce que c'est pas juste une histoire d'attirance amoureuse ou sexuelle, mais ça va être plus loin que ça. Sa copine va faire partie de la bande, réellement va avoir une importance. Et Coral, elle a du mal à passer à autre chose, elle a du mal à s'inventer une nouvelle vie un peu stable, et elle a replongé dans la drogue, toutes les drogues, toute cocaïne, tout, sauf qu'elle ne l'a pas dit à Wendy ni Gina. Wendy et Gina pensent que Coral est sobre, et Coral, toutes les nuits, elle retombe dans l'enfer de la drogue, elle sniffe à tout va, mais vraiment, dès que ses copines ont le dos tourné, elle sniffe des rails de coke, elle fait de la pâtisserie, elle sniffe des rails de coke en même temps, c'est de la folie, elle est tombée au plus bas. Et pendant ce temps-là, Roméo, qui est fou de rage et de vengeance, il demande à Miguel et à d'autres hommes, dont un qu'il a embauché, un ex-tueur à gages, un tueur à gages qui travaillait avant pour les cartels colombiens, il leur a demandé de les traquer à travers tout le pays. Et à un moment donné, Gina va faire l'erreur d'appeler sa mère qui est sous surveillance téléphonique, et ils vont retrouver la trace des 3 filles. Et à partir de là, ils vont essayer tout simplement de les tuer, mais comme elles sont à côté d'un poste de la Guardia Civile, ils vont essayer de trouver des occasions, et ils vont avoir des occasions, notamment lors d'une
d'une balade en mer où elles vont faire des cours de plongée avec le futur mari, puisque elle a accepté d'épouser le futur mari de Gina, qu'elle a accepté d'épouser, Gina qui était enceinte, et qui là, elle est enceinte, elle va accoucher justement cette saison. Et ça va être un carnage cet épisode-là, parce que tous les mecs vont se faire abattre, notamment le petit copain, entre guillemets, on va dire, le mec avec qui Coral essayait d'avoir une relation, mais aussi le futur mari de Gina qui va se faire tuer. En fait, ils vont tous se faire tuer, et même Gina va mourir. Et c'est le cœur, on va dire, de la saison. Ça arrive à peu près à la moitié de saison. Elle va mourir, mais pas d'une balle, elle va mourir en accouchant, parce qu'elle est dans un bateau en train de couler, avec les hommes de Roméo et Roméo lui-même qui sont en train de leur tirer dessus, des psychopathes, mais notamment le personnage de Darwin, qui est un psychopathe. Alors, ça peut faire rire parce que les méthodes qu'il a, c'est pas mal d'humour noir. À un moment donné, il chope un mec, il lui met la tête dans le micro-ondes pour le faire exploser le cerveau. Enfin, c'est quand même un vrai psychopathe. Et voilà, elles sont entourées. Wendy et Coral plongent avec des harpons et des pistolets, comment on appelle ça là, pour lancer des balises. Et pendant ce temps, reste la copine de Wendy. Et il me semble que c'est... je suis oublié son nom, la copine de Wendy qui va aider Gina à accoucher. Et il y a rien, parce que le bébé arrive et il n'y a rien pour pouvoir accoucher. Et Gina sait que voilà, de toute façon, elle s'en sortira pas. Donc elle va s'ouvrir le ventre carrément avec une lame de rasoir. Elle va s'ouvrir le ventre et elle va demander à la copine de Gina d'extraire le bébé. Et quand les filles qui ont mis KO tous les mecs en leur tirant dessus, en cramant certains et en blessant grièvement d'autres, qui, du coup, tous les Roméo, Miguel, tout ça vont partir. Elles vont revenir au bateau et elles vont trouver Gina qui est en train d'agoniser. Elles vont lui sortir le bébé et Gina aura juste le temps de prendre son bébé dans les bras et elle va mourir. Et le bébé, elles vont garder le bébé, elles vont l'élever comme si c'était, parce qu'en fait, elles sont devenues, elles ont une relation d'amitié tellement forte qu'elles se considèrent comme des sœurs. Donc, elles vont prendre soin du bébé. Et cette première partie de saison, les 4 épisodes, on oscille entre l'humour noir, en même temps, on voit vraiment la plongée cauchemardesque de Coral dans la drogue. On voit aussi toutes ces pensées qui lui reviennent toutes les nuits, de tout ce qu'elle a subi de dégradant, d'humiliant. Et c'est là la force de la série, c'est de nous montrer la prostitution telle qu'elle est réellement. En réalité, ça n'existe pas des femmes qui se prostituent pour le plaisir, ou alors ça doit être 0,0 quelque chose, 0,01%. Mais quand on vous dit oui, la prostitution, oh, c'est des travailleuses du sexe, c'est des filles de joie, il n'y a aucune joie à être à une prostituée qui se fait passer dessus par tout un tas de mecs qui viennent avec tout un tas d'idées perverses, de pratiques plus dégueulasses et dégradantes les unes que les autres. Et cette série vous le montre. Alors, c'est une série moins de 12, mais c'est pas une série porno, dans le sens où on va pas vous montrer les actes, mais on va vous décrire parfois certaines pratiques de ce qu'elles subissent. Dans l'esprit de ces mecs pervers, pour eux c'est un jeu. Dans l'esprit de ces femmes, c'est leur dignité qu'on leur enlève. Et je trouve que c'est la force de la série, nous montrer la prostitution et l'univers de l'esclavage sexuel, parce que c'est de la traite humaine, hein. On s'insurge de l'esclavage des Afro-Américains il y a 100 ans en arrière. Il faut aussi s'insurger de la prostitution aujourd'hui, hein. Il faut aussi s'insurger des femmes qui sont tuées, on ne les retrouve plus, enlevées, tuées par leurs proxénètes, parce qu'elles ont osé dire qu'elles voulaient arrêter, hein. Ça aussi, il faut s'insurger dessus. Ah, c'est pour ça que moi, je trouve personnellement que cette série a fait plus pour le combat des femmes, pour, on va dire, retrouver un peu de dignité dans un monde où il y a des hommes pervers, pas un monde d'hommes pervers, mais où il y a des hommes pervers. Je trouve que cette série fait plus pour la condition des femmes que n'importe quel discours politico-idéologique qu'on peut avoir, que ce soit en France, soit aux États-Unis, les discours woke, hein, façon extrême gauche, Sandrine Rousseau et d'autres. Cette série fait plus pour la cause des femmes, fait plus pour défendre le corps des femmes que n'importe quelle autre série. On va vous parler des avortements forcés, notamment de Gina. Lorsqu'elle apprenait qu'elle était enceinte, Roméo voulait la forcer à avorter. Elle en était à 5 mois de grossesse. Ça, c'est quelque chose qui m'a marqué, vous voyez. C'est quelque chose que je voulais dire aussi.
5 mois de grossesse, le personnage de Gina ne veut pas avorter. Elle dit c'est mon bébé, il est déjà formé. Et le proxénète avec une autre femme, la mère maquerelle de la bande, parce qu'il y a aussi des femmes proxénètes, qui lui disent t'inquiète, en sous-sol, on a une table d'opération clandestine, parce que bien évidemment tout ça se fait en dehors des règles de la légalité. On va te faire avorter quand même. Même 5 mois, tu vas pas porter le bébé, tu as besoin d'être prête à te faire, en gros, tu as besoin d'être prête pour d'autres mecs qui vont te passer dessus. Et elle veut pas. Quand je vois qu'aux États-Unis, on milite, moi je ne suis pas fan de l'avortement, hein, je l'ai toujours dit, ça m'a valu de me faire traiter de plein de noms, mais voilà, je ne suis pas un défenseur de l'avortement. Mais après, chaque femme fait ce qu'elle veut de son corps, bien sûr. Mais quand je vois qu'aux États-Unis, on a des féministes qui militent pour pouvoir avorter à 6 mois de grossesse, qui disent que ce qu'elles portent en elles n'est pas un être humain, alors qu'elles en sont à 6 mois de grossesse. Et ces femmes-là, c'est pas des esclaves sexuels, elles ont de la liberté, elles n'ont pas de proxénète à leur trousse. Quand je vois qu'il y a des femmes qui demandent à avorter à 6 mois, on n'est pas à 3 semaines, on est à 6 mois de grossesse aux États-Unis et qui veulent que ça s'étende à tout le pays, voire plus que 6 mois, quand on nous montre dans cette série qu'il y a des prostituées qu'on oblige, parce que cette série se base sur des faits réels, qu'on oblige à avorter de force alors qu'elles ont plusieurs mois de grossesse et qu'elles ne veulent pas, je me dis qu'il n'y a aucune excuse pour ces mouvements de femmes, pour certaines qui sont totalement dégénérées, j'ose le dire, qui sont totalement dégénérées et qui ont dévoyé la cause des femmes, qui ont dévoyé la cause de l'égalité homme-femme et qui, sous le prétexte de l'égalité homme-femme, demandent à promouvoir des choses qui sont inhumaines. Avorter à 6 mois de grossesse, c'est inhumain. Que certaines veuillent avorter, je le conçois. Voilà, une femme qui a été violée ou dont le bébé est mal formé génétiquement, je peux le concevoir, je peux l'entendre. Mais quand on voit qu'il y a des esclaves sexuels dans des bordels qui sont obligés d'avorter à plusieurs mois de grossesse par leur proxénète et qui luttent, quitte à risquer leur propre vie, à être traqués pendant des mois par des psychopathes, qui luttent pour sauver le bébé qu'elles ont dans leur ventre, honnêtement, pour moi, l'avortement à 6 mois, comme aux États-Unis, dans certains États, c'est inacceptable et c'est inexcusable. Ça, c'est un des thèmes forts de la série, mais c'est pas le seul. Voilà. Par exemple, quand je vois en France qu'il y a des villes où on autorise la prostitution dans des camionnettes, voilà, par rapport à l'actualité, on nous dit bah, vas-y, allez-y, on va pas vous déloger, c'est votre métier, ce sont des travailleuses du sexe, un métier tout ce qu'il y a de plus honorable. On préfère que ce soit les habitants qui détournent le regard et qui passent par d'autres chemins plutôt que d'aider ces femmes concrètement et de mettre leurs proxénètes sous les barreaux et leurs clients aussi. Eh bien moi, voilà, je trouve que c'est inhumain, cette façon de faire, de concevoir, enfin, d'avoir l'idée que la prostitution est un métier honorable. Une femme ne se prostitue pas pour le plaisir. Elle se prostitue parce qu'elle en a l'obligation, parce qu'elle est menacée dans sa vie et dans sa chair. Il faut délivrer ces femmes de la prostitution. Il faut lutter contre la prostitution et pas légaliser la prostitution ou concevoir que finalement, sur l'autel de l'idéologie d'extrême gauche ou d'autres extrêmes ou d'autres idéologies, finalement, ce serait un métier honorable parce qu'une femme peut faire ce qu'elle veut de son corps. Une prostituée, malheureusement, ne fait pas ce qu'elle veut de son corps et c'est ce que nous a montré les 3 saisons. Vous voyez, c'est pas juste un divertissement, c'est une série qui a un message aussi. La prostitution, c'est pas on fait ce qu'on veut de notre corps, c'est on est obligé, on n'a pas le choix, on nous retient, on est des esclaves sexuels, on est des otages. Et on est aussi des objets parce qu'à un moment donné, on a une date de péremption et quand on a été trop utilisé, on ne sert plus à rien. Il y a des proxénètes qui se débarrassent de leurs prostituées aussi. C'est ça la réalité de la prostitution. C'est ça et que les gens doivent comprendre. Ça, on pourrait faire le parallèle avec le monde du porno aussi, mais cette série était vraiment nécessaire. Et donc ensuite, les 4 épisodes suivants, on va avoir la traque qui va continuer, mais on voit tout au long de la saison, on se rappelle que c'est Roméo qui avait tué, en fait, qui avait laissé mourir le frère de Miguel, je crois. Le frère de Miguel, je sais plus. Christian, qu'il avait laissé en mourir en fin de saison. Et Christian tout au long de la Miguel, je crois.
Roméo et Miguel, je ne sais plus, qui tout au long de la saison doute et se demande si finalement Roméo n'a pas quelque chose à voir avec la mort de son frère et de sa mère. Il va apprendre la vérité et dans les derniers épisodes, il va se mettre du côté des filles. Ils vont revenir au club et ils vont désarmer tous les hommes de Roméo. Ils vont tuer Roméo, ils vont libérer toutes les prostituées. Et c'est comme ça que se termine la série. Lui va essayer de se reconstruire parce que c'est quelque part, c'est le pendant de Coral. Avec Coral, ils se comprennent le mieux puisque à un moment donné, ils étaient amoureux ensemble. Et c'est les deux qui se comprennent le mieux, mais elle ne peut pas lui pardonner totalement parce que quelque part, il n'a pas arrêté de la traquer et de l'obliger à revenir travailler pour Roméo. Donc, à travers un épisode qui va être exceptionnel en termes d'écriture, euh, ils vont tous les deux retrouver le goût à la vie. Elle va demander à ce qu'elle soit sevrée de la drogue, que lui jette tous les médicaments, tout l'alcool, absolument tout, et qu'il l'attache. Et lui, il prend conscience, il a honte de tout ce qu'il a fait, il prend conscience que toute sa vie, il a été une ordure. À un moment donné, elle va vouloir s'enfuir pour pouvoir aller chercher des narcotiques, des médicaments, parce que c'est pas elle qui parle en fait, c'est son addiction qui prend le dessus. Donc le sevrage est très difficile à voir, c'est vraiment impressionnant. Et lui, il fait des tentatives de suicide à répétition avec son flingue. À un moment donné, voilà, on le voit faire plusieurs tentatives, essayer de s'empoisonner au dioxyde de carbone dans sa voiture, jusqu'à ce qu'à un moment donné, il plonge dans la piscine avec la voiture en s'étant attaché pour se noyer. Et elle va avoir un moment de lucidité et elle va lui sauver la vie. Ils vont se sauver mutuellement la vie l'un de l'autre. Et finalement, voilà, la période de sevrage va se passer et ils vont revenir vers Wendy et la copine de Wendy et une ou deux autres personnes qu'ils ont rencontrées à travers le chemin. Ils vont former un groupe, ils vont venir au club et ils vont se débarrasser de Roméo qui lui est complètement parti en sucette. Il demande à un curé de l'absoudre de ses péchés. Enfin, le mec est fou complet. Mais voilà, c'est une fin qui vole en éclats avec explosion, gunfight. C'est énorme, c'est vraiment digne des films de Tarantino. Mais à travers toute la saison, le personnage de Roméo notamment, le proxénète, on voit aussi le tiraillement, la conscience et le fait de s'interroger. Est-ce que, parce qu'on parle beaucoup aussi du Christ, vous savez que les Espagnols sont très croyants, et on parle beaucoup de Jésus et Roméo de se poser la question si finalement tout ce qu'il a fait, il ne serait pas passé à côté de sa vie. Est-ce que ça n'a pas été une ordure intégrale d'être un proxénète et de traiter les gens comme ça? Est-ce que finalement il n'aurait pas dû tout simplement suivre les conseils du Christ et d'être en paix avec lui-même et avec sa famille? Et on voit qu'à un moment donné, sa conscience le tiraille et on se dit tiens, il va prendre une bonne décision, il va arrêter le proxénétisme, il va arrêter de la traquer. Mais voilà, le mec est une ordure au fond de lui, vraiment c'est quelqu'un de mauvais et ça va le rattraper, il va vouloir à nouveau traquer et tuer les trois filles et c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase et ça va se retourner contre lui à la fin. Donc ce qui est génial avec cette série, c'est aussi le questionnement moral des personnages. Ça, on n'en parle pas assez dans les séries, le questionnement moral, parce que c'est pas progressiste. Le questionnement moral aujourd'hui, c'est pas progressiste. On veut surtout pas parler de notion de péché dans la religion. C'est ridiculisé cette notion, surtout sur Netflix. C'est pour ça que je vous dis, c'est une série, pour moi, c'est la meilleure série de Netflix. La question du bien et du mal, de ce qui est bien et de ce qui est mal, de ce qui est décent, indécent, de ce qui est faisable, pas faisable, de ce qui est un péché, de la vertu et du vice. Et les personnages, voilà, vont être plusieurs fois à la croisée des chemins, soit pour devenir des personnes bien, s'éloigner du vice et du péché, soit pour s'enferrer dans leur perversion et dans leur penchant psychopathique ou autre. C'est le questionnement moral à travers Roméo et Miguel. Roméo qui va prendre le mauvais chemin, qui va s'enferrer à nouveau, et Miguel, lui, qui va changer réellement. C'est brillamment écrit, brillamment interprété. Les acteurs sont exceptionnels, mais vraiment comme les deux autres saisons. Mais là, c'est le final, donc ils se lâchent. C'est vraiment une série profonde,
avec de l'humour, des personnages attachants. On passe par tous les stades. Quand Gina meurt avec son bébé, l'attachement, l'affection qu'elle a pour son bébé, on pleure quand elle meurt parce que elle joue d'ailleurs dans la saison, elle est une de celles qui joue le mieux, qui fait passer vraiment de la douceur. On passe par tous les stades d'émotion, le rire, le pleur, les larmes, la joie, la crainte. On a peur pour les personnages, on perd certains personnages, on gagne d'autres personnages dans la bande qui intègrent cette petite famille dysfonctionnelle. C'est vraiment une saison en apothéose. Arriver à faire tout ça en 8 épisodes de 30 minutes, moi je dis chapeau bas, respect. Ce sont les créateurs de la Casa des Papel. Moi, la Casa des Papel, j'avais pas accroché, mais on est loin de la Casa des Papel en termes de qualité. On est loin, bien au-dessus de la Casa des Papel. Ici, c'est vraiment pas une série commerciale. Et d'ailleurs, la preuve, c'est qu'ils s'arrêtent à la fin de 3 saisons. Ils auraient pu continuer, parce que c'est une série qui a marché sur Netflix en Espagne. Ils auraient pu continuer, parce qu'on aurait pu faire d'autres rebondissements. Mais ils s'arrêtent, parce que l'intrigue s'arrête ici. L'intrigue est complétée, et ils ont le courage de dire « Ouais, ben oui, c'est une série qui a marché. Oui, c'est une série de qualité. C'est une série qui est appréciée. C'est une série par les créateurs de la Casa des Papel qui a été un carton commercial. Mais on s'arrête à 3 saisons, parce qu'on a raconté l'histoire. On a raconté l'arc narratif de ces femmes, de la déchéance jusqu'à la liberté, de la rédemption pour certains. » Eh bien franchement, je suis impressionné par la qualité, comme j'avais été impressionné par la qualité des 2 premières saisons. Je ne peux que vous encourager à regarder les 3 saisons, ça fait 24 épisodes au total. Les premières saisons, les épisodes durent 40 minutes, 45 minutes. Celle-ci, la 3e et dernière saison, les épisodes durent une trentaine de minutes. Si vous voulez avoir un mix entre de l'ambiance Tarantino, de l'ambiance Thelma et Louise dans le message, et en même temps des thématiques profondes, et une série qui sert réellement la cause des femmes, de l'égalité homme-femme, écoutez, cette série, elle est vraiment faite pour vous. Et encore une fois, je le dis, cette série a fait plus pour la condition des femmes en 3 saisons, parce que c'est de renommée internationale, elle est diffusée dans le monde entier. Cette série a fait plus pour montrer réellement ce que subissent l'esclavage, les esclaves sexuels aujourd'hui, et tout ce que ça peut impliquer de répercussions morales, psychologiques, et aussi de montrer réellement voilà, certaines perversions et certaines conditions de vie comme la prostitution. Cette série a fait plus que n'importe quel discours politique ou même féministe MeToo qui divise les hommes et les femmes en jetant la pierre sur tous les hommes contre toutes les femmes. Cette série est nuancée. Tous les hommes ne sont pas des ordures. Justement, dans cette saison, elle rencontre des hommes bien qui sont prêts à passer l'éponge sur leur passé et à avoir plus de compassion pour elles. Cette série montre la réalité. C'est pas MeToo. La réalité, c'est pas MeToo. La réalité, c'est ce que vous voyez dans cette série. Et cette série, elle a été créée à la fois par un homme et par une femme. Donc, encore une fois, on ne peut pas dire que ce soit une série qui soit une représentation de la sexualité des femmes par le patriarcat. Non, c'est une série très équilibrée. Elle vaut vraiment le détour. Et pour moi, c'est la meilleure série Netflix qu'on ait eue depuis probablement Narcos. Narcos, c'était la perfection en matière de, on va dire, reconstitution historique, biographique de Escobar et de tout le trafic, on va dire, trafic de drogue colombien, sud-américain. Cette série est à Narcos, ce que Narcos était au trafic de drogue, cette série l'est au trafic humain et sexuel. Donc, autrement dit, on est à un très très haut niveau de qualité. Voilà ce que je pouvais vous dire. Je vais m'arrêter là parce que sinon je vais faire une vidéo d'une demi-heure et vous ne regarderez pas la vidéo en entier. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, à aller voir les vidéos des 2 premières saisons. Et puis, il y a beaucoup d'autres vidéos. De temps en temps des séries commerciales, de temps en temps des séries utiles et nécessaires comme celle-ci. Mais ça fait quand même plus plaisir de voir ce genre de séries que n'importe quelle série commerciale qui sont annulées au bout de 1 ou 2 saisons. Voilà. Donc, merci à toutes et à tous. Portez-vous bien. Bonne fin de semaine et ciao tout le monde.